Mes parents sont entrés par effraction dans ma maison, ont changé la serrure et y ont installé mon frère en difficulté dans mon dos. Ils ont prétendu qu'il avait besoin de stabilité. Alors, j'ai appelé la police et j'ai transformé leur fantasme en un cauchemar juridique. Je m'appelle Ariette P. Jarbeau. J'ai 34 ans et je travaille comme mécanicienne automobile dans un garage indépendant très fréquenté à Tacoma, dans l'État de Washington. La plupart du temps, lorsque je pointe à la fin de ma journée, mes mains sentent l'huile, le liquide de refroidissement brûlé et les copeaux de métal. Je fais un travail honnête, un travail difficile, le genre de travail qui vous laisse le dos endolori et l'esprit clair. Et chaque soir, je rentre chez moi, vers la seule chose dans ma vie à laquelle personne n'avait le droit de toucher. La maison que ma mère, en mourant, s'est assurée serait la mienne. C'est une solide maison de plein pied de 3 chambres sur un terrain d'un quart d'acre dans un quartier calme avec de bonnes écoles, un faible taux de criminalité et le genre de stabilité que les gens passent la moitié de leur vie à essayer d'acheter. Sur le marché actuel, elle vaut environ 485 000 $. Ce n'est pas une fortune, ce n'est pas tape à accent grave-l'œil. Mais elle est payée, chaque centimètre carré, parce que ma mère, Sarah, s'est tuée à la tâche pendant 28 années brutales en tant que technicienne en chirurgie à l'hôpital général de Tacoma pour s'assurer que je ne serais jamais à la merci de personne. Cette maison n'est pas seulement une propriété pour moi. C'est la preuve de ce qu'elle a enduré. Ma mère a grandi dans la misère la plus totale dans la campagne du Montana. À 18 ans, elle s'est engagée dans l'armée, a utilisé ses allocations de démobilisation durement gagnées pour suivre une formation médicale, puis a passé des années à faire des gardes doubles, des heures supplémentaires et à travailler les week-ends jusqu'à ce que cette maison soit enfin à nous. Elle m'a élevé seule après que mon père biologique, Victor, soit parti quand j'avais 8 ans, disant qu'il avait besoin de se trouver, ce qui n'était qu'une manière lâche de dire qu'il abandonnait sa femme et sa fille pour poursuivre le fantasme qui le faisait se sentir moins ordinaire. Je me souviens encore de l'air fatigué qu'elle avait en rentrant à la maison. Le genre de fatigue qui vous habite jusqu'aux os. Mais elle m'a quand même appris des choses. Dans l'allée, elle m'a appris à faire ma propre vidange d'huile quand j'avais 12 ans. Dans l'atelier du garage, elle m'a aidé à reconstruire mon premier moteur de moto à 16 ans, patiente et constante, même quand mes mains glissaient et que je voulais abandonner. Le dimanche, nous nous asseyions dans le salon et regardions le NASCAR ensemble avec des collations bon marché et les fenêtres ouvertes. Chaque pièce de cette maison porte une partie de sa voix, de son rire, de son cran. Alors, quand les gens parlent de ma maison comme s'il s'agissait de superficie, de valeur ou d'espace disponible, ils sont tellement à côté de la plaque que cela me donne la chair de poule. Victor est revenu en rampant dans nos vies quand j'avais 15 ans, suppliant pratiquement ma mère de le reprendre après que son deuxième mariage ait volé en éclats. Elle a mis un terme à cela si rapidement que c'en était presque beau. Pendant un bref instant, j'ai pensé que c'était le dernier chapitre avec lui. J'avais tort. 2 ans plus tard, il a épousé Diana, une femme au goût de luxe, aux valeurs bon marché et avec un fils gâté de 12 ans nommé Brandon, issu d'un mariage précédent. Dès la première fois que je les ai rencontrés, le schéma était évident. Brandon était traité comme un roi. Des frais de scolarité pour une école privée qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en plusieurs mois, des vêtements de marque, le téléphone le plus récent chaque année, des vacances de luxe au Mexique et à Hawaï. Pendant ce temps, je travaillais l'été au magasin de pièces automobiles locales pour acheter mes propres fournitures scolaires et économiser pour mes cours au collège communautaire. Je n'en voulais à personne pour ce travail. Ma mère m'avait mieux élevé que cela. Ce qui me dérangeait, c'était le contraste. Brandon était loué pour le simple fait d'exister. Je n'étais respecté que lorsque je produisais quelque chose. C'est peut-être pour cela que j'ai gardé mes distances après la mort de ma mère d'un cancer il y a 7 ans. Je voyais la famille de Victor pendant les vacances si je ne pouvais absolument pas y échapper. Peut-être un anniversaire ici ou là, mais c'était tout. J'avais ma propre vie. Mon travail payait assez bien, environ 78 000 $ par an avec les heures supplémentaires. J'avais de bons amis, un garage, ma Mustang GT de 1989 et des week-ends tranquilles à pêcher au lac American. Ce n'était pas glamour, mais c'était paisible. Et la paix, quand on a grandi en regardant un parent tout sacrifier tandis que l'autre entrait et sortait de ses responsabilités, devient sacrée. Cette paix a commencé à se détériorer il y a 6 mois. C'est à ce moment-là que la dernière petite amie riche de Brandon, une entrepreneuse en technologie nommée Talia, a finalement compris exactement ce qu'il était sous les cheveux bien coiffés, les publications soignées et le faux charme blessé, et l'a largué.
À peu près au même moment, son ex-petite amie Vanessa était déjà enceinte de plusieurs mois de son enfant, ce qui signifiait que Brandon avait soudainement un nouveau rôle à jouer. Non pas escroc raté, non pas parasite surdimensionné, mais futur père concerné. J'aurais dû reconnaître le changement plus tôt. Les gens comme Brandon n'acceptent pas l'humiliation en silence. Ils se regroupent. Ils recadrent la situation. Ils cherchent l'avis de quelqu'un d'autre pour s'y glisser. Et comme mon père avait toujours considéré les sacrifices de ma mère comme quelque chose dont il pourrait éventuellement revenir profiter, j'aurais dû savoir sur qui ils jetteraient leur dévolu ensuite. J'aurais dû savoir qu'ils lorgnaient ma maison. Le premier vrai signe que quelque chose se préparait est arrivé un mardi soir, alors que j'étais à moitié enfoui dans la reconstruction de la transmission d'un client. Mon téléphone a vibré sur le chariot à outils, et quand j'ai baissé les yeux et vu le nom de Victor, j'ai immédiatement senti un nœud se former dans mon estomac. Il n'appelait jamais, sauf s'il y avait un enterrement, un mariage ou un pétrin qu'il voulait que quelqu'un d'autre nettoie. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et j'ai répondu quand même. Harriet, nous devons nous asseoir et avoir une conversation sérieuse sur une affaire de famille importante, a-t-il dit sur ce ton excessivement formel qui me donnait la chair de poule. Affaire de famille ? Ces deux mots n'avaient jamais signifié quelque chose de bon pour moi. Ils signifiaient pression, obligation, le problème de quelqu'un d'autre déguisé en loyauté. Je me suis rendu à leur maison surdimensionnée de Fédéral Way ce samedi après-midi, déjà irritée, déjà méfiante, ayant déjà l'impression de tomber dans une sorte de piège. Diana a ouvert la porte, portant assez de maquillage pour peindre un garage, toute sourire chaleureux et fausse inquiétude. Je suis entré et j'ai trouvé Brandon étendu sur leur canapé en cuir comme un homme se remettant d'une guerre plutôt que de ses conséquences. Une main reposant de façon dramatique sur sa poitrine tandis que son téléphone était posé, écran vers le haut, à côté de lui. Il avait l'air plus mal en point que d'habitude, mais pas de manière significative. C'était un laisser-aller étudié, un sweatshirt coûteux, des baskets de marque, des yeux fatigués qui savaient encore exactement comment s'orienter pour susciter la sympathie. Diana planait près de lui comme s'il était fait de verre. Victor n'a pas perdu de temps. Brandon va avoir besoin d'un endroit stable où vivre pendant un certain temps, a-t-il dit en se penchant en avant sur sa chaise comme si nous discutions de planification successorale plutôt que d'une demande ridicule. Avec le bébé qui arrive, il a besoin d'un environnement adéquat, d'une structure, d'espace, de sécurité. Je l'ai regardé fixement, puis Diana, puis Brandon, qui n'avait toujours pas eu la décence de se redresser. Votre maison actuelle n'est pas vraiment adaptée pour un nouveau-né, a ajouté Diana de sa voix mielleuse. Trop de chaos, trop d'escaliers, trop de stress. J'ai failli rire. Leur maison était immense. 5 chambres, 2 salons, plus d'espace que 3 familles ordinaires ne sauraient en faire, mais apparemment rien de tout cela n'était convenable pour le pauvre Brandon, qui avait passé la majeure partie de sa vie à confondre commodité et épreuve. Puis Diana m'a regardé avec une douceur vive et calculée. Ma chérie, tu es toute seule à t'ennuyer dans cette grande maison. Pas de mari, pas d'enfant, juste tout cet espace inoccupé. Et Harriet, vraiment, ta maison serait parfaite pour un bébé. 3 chambres, un jardin, de bonnes écoles à proximité. C'est tout simplement logique. Voilà. Ce n'était pas de l'aide, ni une demande. C'était une décision qu'ils avaient déjà prise dans leur tête et qu'ils me permettaient maintenant généreusement d'accepter. Brandon s'est enfin redressé, puis lentement, comme si l'effort lui-même devait m'impressionner. Talia était censée m'aider à trouver un logement avant que tout ne s'effondre, a-t-il dit, la voix basse et blessée, chaque syllabe polie pour faire de l'effet. Mais elle s'est avérée être une fraude complète. Vanessa doit accoucher dans quelques mois, et j'ai besoin d'un endroit décent. Ta maison a tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. Pas tout ce dont le bébé avait besoin, tout ce dont il avait besoin, lui. Une cible avec des murs, une vie toute faite, une maison construite par une femme qu'il n'avait jamais respectée. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Cela n'arrivera pas, ai-je dit. L'atmosphère de la pièce a changé instantanément. Le visage de Victor s'est crispé. Le sourire de Diana a vacillé mais n'a pas disparu. Brandon m'a regardé comme si j'avais rompu un contrat social tacite en ne sacrifiant pas immédiatement ma vie à son désastre. Harriet, a dit Victor, en étirant mon nom sur ce ton condescendant que je me rappelais de mon enfance. Ta mère aurait voulu que tu aies de la famille dans un vrai moment de besoin. Je me suis penché en arrière et les regardé droit dans les yeux.
N'utilise pas ma mère pour me manipuler. Un éclair d'irritation a traversé son visage. Diana est intervenue rapidement. Personne ne te manipule. Nous essayons de résoudre une crise. Brandon est sur le point de devenir père. Vanessa est dépassée. Il y a de l'instabilité partout. Tu as les moyens de rendre cela plus facile. Les moyens? Ai-je répété. Tu veux dire la maison que ma mère s'est rendue malade à payer? Celle qu'elle m'a laissée spécifiquement. Brandon a poussé un soupir épuisé, comme si mon refus était puéril. Pourquoi agis-tu comme si je demandais la lune? Tu n'utilises même pas tout cet espace. Tu es une seule personne. Cette phrase a atterri exactement là où il le voulait, sur la solitude, sur le calme de ma maison, sur la vie que j'avais construite sans excuse. Il voulait que j'aie honte de ma propre paix pour que je la lui cède. Au lieu de cela, cela m'a rendu encore plus en colère. J'utilise ma maison exactement comme je le veux, ai-je dit. Et non, tu ne vas pas emménager dedans. Victor s'est de nouveau penché en avant. Personne n'a dit de façon permanente. Cela rend les choses pires, ai-je rétorqué. Parce que les personnes temporaires comme Brandon ont tendance à devenir des problèmes permanents. L'expression de Brandon a complètement changé. Alors, le jeu du futur père doux et lésé a disparu, et pendant une seconde, j'ai vu la vraie chose en dessous. Un droit froid, du ressentiment, un ego meurtri par le refus. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que moi, a-t-il dit. Parce que tu travailles avec tes mains et que tu mènes une petite vie humble dans la maison de ta mère décédée. La pièce est devenue silencieuse. Diana a halté comme s'il n'avait pas dit exactement ce que tous pensaient. Je me suis levé lentement. Fais attention, ai-je dit doucement. Tu parles de ma mère, de ma maison et de ma vie comme s'ils étaient des accessoires dans ta petite performance d'urgence. Ce n'est pas le cas. Il s'est levé aussi, sa voix s'élevant maintenant que le charme avait échoué. Je suis de la famille, Harriet. Ce bébé est de la famille. Tu as plus qu'assez, et tu accumules tout pendant que d'autres se noient. Tu ne te noies pas, ai-je dit. Tu fais face aux conséquences de tes propres choix, et tu as décidé que ma maison était ton radeau de sauvetage. Victor a tenté de reprendre le contrôle de la conversation. Asseyez-vous. Tout le monde doit se calmer. Mais j'en avais déjà fini. Non, ai-je dit. Voici toute la conversation. Brandon n'emménage pas dans ma maison. Pas pour une semaine. Pas pour un mois. Pas pour se remettre sur pied. Pas pour aider avec le bébé. Non. Réponse finale. La douceur de Diana a complètement disparu. C'est incroyablement égoïste. Je l'ai regardé et j'ai presque admiré son culot. Vous vivez dans une maison assez grande pour accueillir une réception de mariage, ai-je dit. Si Brandon a tant besoin d'aide, installez-le dans l'une de vos 5 chambres d'amis. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'avais dit d'autre, car cela exposait la vérité. Il ne s'agissait jamais d'un abri. Il s'agissait de ma maison. Brandon s'est approché, la mâchoire serrée, les yeux vifs d'humiliation. Tu vas regretter de nous avoir parlé comme ça. Voilà. La première vraie fissure dans la performance. Pas de chagrin, pas de peur, une menace. J'ai attrapé mes clés. Si l'un d'entre vous s'approche de ma propriété avec ses bêtises, ai-je dit en les regardant tous les trois, je le traiterai exactement comme il le mérite. Puis je suis sorti tandis que Diana commençait à m'appeler et que Victor aboyait mon nom comme si l'autorité lui appartenait encore. En montant dans mon camion, je l'ai senti jusqu'au plus profond de mes os. Il n'allait pas laisser tomber. Je savais qu'il ne laisserait pas tomber. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle cela se transformerait en une campagne à grande échelle. Victor a commencé à appeler dès le lendemain matin. Pas une fois, pas 2 fois, chaque jour. Toujours avec un angle légèrement différent, comme s'il testait quelle version de la pression finirait par me faire craquer. Un jour, c'était l'inquiétude. Nous voulons juste trouver une solution raisonnable pour tout le monde. Le lendemain, c'était la logique. Peut-être que tu pourrais lui louer l'endroit en dessous du prix du marché, juste temporairement. Puis la culpabilité. Tu vas vraiment laisser ta propre famille se débattre alors que tu as la capacité d'aider? J'ai arrêté de répondre après le 4e appel. Cela ne l'a pas arrêté. Il laissait des messages vocaux à la place,
de longs messages remplis de mots soigneusement choisis, conçus pour paraître calmes et raisonnables tout en insinuant discrètement que c'était moi qui étais irrationnel. J'ai supprimé chacun d'entre eux sans les écouter jusqu'au bout. Puis Diana a commencé sa version. Son approche n'était pas la pression directe. C'était une performance publique. La première fois qu'elle s'est présentée à mon garage, j'ai pensé que c'était une coïncidence. Elle se tenait près du bureau d'accueil, parlant à la réceptionniste de cette voix douce et blessée, expliquant comment son pauvre fils était sur le point de devenir père et n'avait nulle part où aller de stable. Je suis resté à l'arrière en espérant qu'elle partirait avant que quiconque ne fasse le lien entre l'histoire et moi. Elle n'est pas partie. Elle est revenue 2 jours plus tard, puis encore, parfois au garage, parfois sur des chantiers où je faisais des réparations mobiles, une fois au restaurant où je déjeunais habituellement entre 2 services. Toujours le même numéro, la mère inquiète, la famille en difficulté, le parent égoïste qui refuse d'aider. Mon patron a fini par me prendre à part. « Harriet », a-t-il dit prudemment. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais cela commence à affecter les affaires. Les clients posent des questions. » Bien sûr qu'ils en posaient. C'était le but. Diana n'avait pas besoin de me forcer directement. Elle avait juste besoin de rendre ma vie suffisamment inconfortable pour que céder semble plus facile que de tenir bon. Puis Brandon s'est joint à la partie. Pas en personne au début. En ligne. Cela a commencé subtilement. Des publications vagues sur la trahison, sur la façon dont certaines personnes tournent le dos à leur famille quand cela compte le plus, sur la façon dont un enfant innocent se voyait refuser la stabilité à cause de l'égoïsme de quelqu'un. Il n'a jamais mentionné mon nom. Il était plus malin que ça. Mais il a tout étiqueté avec juste assez de détails pour que quiconque connaissant la situation puisse faire le lien. La famille d'abord, abandonnée, nulle part où aller. En quelques jours, des inconnus m'envoyaient des messages. Certains étaient polis au début, demandant si la situation était vraie. D'autres ne l'étaient pas, me traitant d'insensible, de cruel, de choses qu'on ne m'avait pas dites depuis le lycée, quand les gens pensaient que travailler dur au lieu de s'intégrer faisait de vous une cible facile. Je les ai bloqués. D'autres sont apparus. Le pire, c'était la famille. Des parents à qui je parlais à peine avaient soudainement des opinions. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement l'aider un petit moment ?» a demandé une tante au téléphone, sa voix penchant déjà vers l'accusation. « Il va avoir un bébé, Harriet. Il ne s'agit plus de toi maintenant. Il s'agissait toujours de moi quand ils avaient besoin de quelque chose. Jamais quand j'en avais besoin. » J'ai gardé mes réponses courtes, calmes, finales. Il n'emménage pas dans ma maison. Plus je refusais, plus tout commençait à paraître coordonné. Les appels de Victor, les apparitions de Diana, les publications de Brandon, différents angles, même objectif. Et puis ils ont intensifié. Victor a commencé à se présenter chez moi sans prévenir. La première fois, il a frappé comme une personne normale. La deuxième fois, il est entré dans le jardin comme s'il y vivait encore. À la troisième visite, il a cessé de prétendre que c'était inhabituel. Il arrivait avec des boîtes de fournitures pour bébé, agissant comme s'il me rendait service en les stockant temporairement. « J'ai juste besoin d'un endroit pour mettre ça pour l'instant », a-t-il dit un après-midi, portant déjà une boîte vers mon garage avant même que j'aie donné mon accord. « Non », ai-je dit en me plaçant devant lui. « Ramène ça chez toi. »« C'est juste pour quelques jours », a-t-il insisté. « Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Je l'ai regardé fixement, cet homme qui était sorti de ma vie quand j'avais 8 ans. Cet homme qui n'avait jamais contribué à quoi que ce soit pour cette maison et qui se tenait là maintenant, agissant comme s'il avait des droits. « Sors ça de ma propriété », ai-je dit. Il l'a fait, mais non sans ce regard. Ce regard qui disait que ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, Diana est arrivée avec quelque chose d'encore pire. Un agent immobilier. Elle a frappé à ma porte comme s'il s'agissait d'une visite amicale. Toute sourire et fausse chaleur. « Nous voulions juste explorer quelques options pour toi », a-t-elle dit doucement alors que l'agent se tenait derrière elle, clairement mal à l'aise. « Peut-être quelque chose de plus petit, de plus approprié à ton style de vie. » Mon style de vie ? J'ai regardé l'agent, puis Diana, puis de nouveau l'agent. « Je ne vends pas ma maison », ai-je dit sèchement. « Et vous devriez probablement partir avant de vous faire entraîner dans quelque chose dont vous ne voulez pas faire partie. » L'agent n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois.
Diana a essayé d'en rire, mais je pouvais voir l'irritation sous la surface. Un autre angle qui avait échoué. Puis Brandon est venu en personne. C'est à ce moment-là que tout est passé du harcèlement à autre chose. Je suis rentré un après-midi après une longue journée de travail et je suis entré dans ma maison pour le trouver à l'intérieur. Pas en visite, pas en train d'attendre, en train de travailler. Il y avait des boîtes partout, des vêtements de bébé, des meubles, un berceau à moitié assemblé dans la chambre d'amis, des rideaux posés sur le lit. Il se tenait au milieu de tout cela, ajustant quelque chose comme s'il avait déjà décidé que l'espace lui appartenait. Pendant une seconde, je suis resté là, à analyser la situation. Puis la colère m'a frappé. « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» ai-je exigé. Il n'a même pas sourcillé. « J'installe la chambre du bébé », a-t-il dit nonchalamment, comme si c'était évident. Je me suis dit que tu voudrais voir à quoi ça va ressembler. J'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. « Sors tout ça, ai-je dit. Il a soupiré comme si c'était moi qui étais déraisonnable. « Harriet, allons. Tu as la place. J'ai besoin d'un endroit stable pour garder tout ça. Tu en fais toute une histoire pour rien. » Je me suis approché. « Sors-le, ai-je répété. Il y a eu une pause, un changement. Il a finalement réalisé que je ne jouais pas le jeu. Son expression s'est durcie. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il demandé. Après tout ce que j'ai dit, tu es entré par effraction dans ma maison et tu as commencé à emménager. Il a ricané. Ce n'est pas une effraction si c'est de la famille. Cette phrase, cette conviction, ce détachement complet de la réalité. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu as 30 secondes, ai-je dit doucement, ou je commence à jeter tout ça dans le jardin et j'appelle la police. C'est là que la performance est revenue. Le soupir, le hochement de tête, le regard blessé. Tu es incroyable, a-t-il marmonné. Mais il a commencé à emballer lentement, de manière dramatique, en faisant traîner les choses comme s'il était la victime de quelque chose d'injuste. Quand il a finalement atteint la porte, il s'est retourné. Et cette fois, il n'y avait pas de comédie. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Puis il est parti. Je suis resté là, au milieu de la chambre d'enfant à moitié assemblée, entouré de choses qui n'auraient jamais dû être dans ma maison, et j'ai senti quelque chose s'installer au plus profond de ma poitrine. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus froid. Il ne demandait plus. Il testait jusqu'où il pouvait pousser. Et j'avais le sentiment que le prochain coup n'allait pas être subtil. 2 semaines plus tard, ils ont arrêté de tester. Ils ont arrêté de demander. Ils ont arrêté de faire semblant. Et ils sont passés directement à l'action. C'était une longue journée au garage. Une de ces journées brutales de 12 heures où tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Les problèmes s'empilaient les uns sur les autres jusqu'à ce que votre cerveau ait l'impression de tourner à vide. J'avais passé la majeure partie de la journée enfoui sous le capot d'une Corvette de collection. À la recherche de problèmes électriques qui n'avaient aucun sens jusqu'à ce qu'ils en aient soudainement un. Quand j'ai terminé, j'étais couverte de graisse, de poussière de métal et de frustration. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. C'était tout. Juste franchir ma porte d'entrée, laisser tomber mes clés sur le comptoir et m'asseoir dans le calme que ma mère avait construit pour moi. Au lieu de cela, je me tenais sur mon propre porche, fixant une serrure qui ne me reconnaissait pas. J'ai réessayé la clé, lentement, prudemment. Elle ne tournait pas. Au début, j'ai pensé que j'étais juste épuisé, que peut-être mes mains glissaient, que je manquais quelque chose d'évident. Je me suis essuyé les doigts sur mon jean et j'ai réessayé. Rien. C'est là que j'ai vu la note soigneusement scotchée à la porte. L'écriture de Victor. Les serrures ont été changées pour des raisons de sécurité et pour la sûreté de tous. Veuillez nous appeler immédiatement pour discuter des modalités d'accès appropriées. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. Puis la colère m'a frappé si fort que ma vision s'est brouillée. Ils l'avaient fait. Ils étaient réellement entrés par effraction dans ma maison, avaient changé les serrures et m'avaient enfermé dehors. Je suis resté là sur le porche, encore dans mes vêtements de travail, l'odeur d'huile de moteur s'accrochant à moi, et j'ai senti quelque chose de plus profond que la colère monter. Il ne s'agissait plus de pression. Il ne s'agissait plus de manipulation. C'était un crime. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Victor. Il a répondu à la 2e sonnerie,
comme s'il attendait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé, la voix basse et tendue. « Harriet, calme-toi » a-t-il dit immédiatement, comme si le problème venait de moi. Nous essayons d'aider Brandon à s'installer correctement. C'est la meilleure solution pour tout le monde. Réponds à la question, ai-je dit. Que as-tu fait à ma maison? Il y a eu une pause, puis nonchalamment, comme s'il expliquait un ajustement mineur. Nous avons fait emménager Brandon plus tôt aujourd'hui. Il était logique de changer la serrure pour que tout reste en sécurité. Tu peux rester avec nous un moment jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de plus permanent. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Mon cerveau essayait de traiter le niveau d'arrogance qu'il fallait pour prononcer cette phrase à voix haute et croire qu'elle était raisonnable. Tu l'as laissé emménager dans ma maison, ai-je dit lentement, sans ma permission. Il avait besoin d'un endroit, a répondu Victor. Et tu n'étais pas coopérative. Coopérative? J'ai presque ri. Fais-le sortir, ai-je dit. Harriet, sois raisonnable. Fais-le sortir, ai-je répété. Ou j'appelle la police. Le voilà de nouveau. Ce mot, police. La chose qui existait en dehors de sa version de la réalité. Où d'autre est-il censé aller? A insisté Victor. Il y a un bébé qui arrive. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il. Je m'en fiche, je l'ai coupé. Il ne reste pas dans ma maison. Vous avez 2 heures. Après ça, je gère ça légalement. Il a essayé de continuer à parler, d'essayer de négocier, d'essayer de ramener la conversation à quelque chose qu'il pouvait contrôler. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé le 911. Au moment où la police est arrivée, j'avais déjà appelé un serrurier et j'attendais dehors, faisant les 100 pas sur ma propre allée comme une étrangère. 40 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que la situation entre enfin en collision avec la réalité. Quand les officiers sont arrivés, j'ai tout expliqué. La propriété, le testament, l'entrée par effraction, le changement de serrure, l'occupation illégale. Ma voix était stable maintenant, contrôlée, parce que la colère n'était plus utile. Les faits l'étaient. La porte d'entrée s'est ouverte et Brandon est sorti, en peignoir, se tenant dans mon encadrement de porte, l'air de quelqu'un qui était chez lui. « Officier, Dieu merci vous êtes là », a-t-il dit en s'avançant avec la même urgence soignée qu'il utilisait en ligne. Cette femme essaie d'entrer par effraction chez moi et me menace, ainsi que mon enfant à naître. J'ai presque admiré ça, l'audace, l'engagement total dans le mensonge. J'ai tendu à l'un des officiers ma carte d'identité, puis l'acte de propriété, puis les factures de service public, du papier, des preuves, la réalité. Cela a pris moins de 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'illusion s'effondre. Madame, a dit un officier en se tournant vers Brandon, son ton ferme maintenant. Vous devez rassembler vos affaires et partir. Vous n'êtes pas autorisé à être ici. L'expression de Brandon s'est légèrement fissurée. C'est ridicule, a-t-il dit. Je vis ici. Avez-vous un bail? A demandé l'officier. Non, mais. Une documentation montrant que vous avez la permission de résider ici? Il a hésité. C'était suffisant. Vous êtes en violation de propriété, a dit l'officier. Vous pouvez partir volontairement ou vous pouvez être expulsé. La performance ne fonctionnait plus. Pas ici. Pas avec des gens qui traitent avec des faits. Il lui a fallu 3 heures pour tout emballer. 3 heures à traîner des boîtes, à passer des appels, à se disputer à voix basse, à essayer de sauver sa dignité de quelque chose qui avait déjà été réduit à néant. Victor et Diana sont arrivés à mi-parcours avec un camion de déménagement. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Victor a essayé de parler aux officiers, d'essayer de transformer cela en un malentendu, une affaire de famille, quelque chose qui ne nécessitait pas de conséquences juridiques. Ils n'ont pas écouté. Ils ont été clairs. Toute nouvelle tentative d'entrée sur ma propriété entraînerait une arrestation. Quand le camion est finalement parti, emportant Brandon et son fantasme à moitié construit avec lui, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé à l'intérieur de ma maison. Elle semblait différente. Non pas parce que quelque chose avait changé physiquement, mais parce que quelque chose avait été franchi, quelque chose qui ne pouvait pas être défait. J'ai fait remplacer toutes les serrures par le serrurier, porte d'entrée, porte arrière, garage.
Puis j'ai appelé un ami qui travaillait dans la sécurité et j'ai fait installer des caméras le soir même. Des détecteurs de mouvement, une vision nocturne, des alertes directement liées à mon téléphone. S'il revenait, je le saurais. S'il tentait quoi que ce soit à nouveau, j'aurais des preuves. Debout dans le salon plus tard cette nuit-là, la maison de nouveau silencieuse, j'aurais dû ressentir du soulagement. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose. Car il ne s'était jamais agi d'aider Brandon. Et au fond de moi, je le savais. Il s'était toujours agi de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'avait pas encore dit à voix haute. Et quoi que ce soit, il n'avait pas fini. Le lendemain matin, je me suis assise dans ma cuisine avec une tasse de café que je n'avais pas touchée, fixant la porte d'entrée comme si elle pouvait s'ouvrir à nouveau et défaire tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Ce ne fut pas le cas. La maison était silencieuse, mais elle ne semblait pas paisible. Elle semblait violée. Chaque pièce portait le souvenir de quelqu'un d'autre se tenant là où il n'avait pas sa place, touchant des choses qu'il n'avait pas le droit de toucher. Essayant de réécrire la propriété comme si c'était une suggestion au lieu d'un fait. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon avocat. J'ai tout expliqué depuis le début. La réunion, la pression, le harcèlement, l'effraction, le changement de serrure, la tentative d'expulsion forcée. Je m'attendais à ce qu'il se concentre sur les violations légales évidentes. Au lieu de cela, après une longue pause, il a dit quelque chose qui a fait paraître tout le reste insignifiant en comparaison. « Harriet, il y a quelque chose que tu dois savoir, a-t-il dit. Ton père a contacté notre cabinet il y a 3 semaines, pour poser des questions sur le testament de ta mère. » Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « Il voulait savoir s'il y avait un moyen de contester ton héritage, » a poursuivi mon avocat. Spécifiquement si la maison pouvait être revendiquée comme bien matrimonial partagé de son précédent mariage avec ta mère, ou s'il avait une quelconque revendication paternelle en tant que ton père biologique. La pièce semblait basculer. Il y a 3 semaines. Avant les appels, avant la réunion, avant la pression. Cela avait été planifié. Chaque conversation, chaque visite, chaque performance, il ne s'agissait jamais d'aider Brandon. Il ne s'agissait jamais d'un bébé. Il s'agissait de la maison. Il s'était toujours agi de la maison. Peut-il faire ça? Ai-je demandé, ma voix plus basse maintenant. Non, a dit fermement mon avocat. Le testament de ta mère est béton. La propriété a été achetée après leur divorce avec ses propres revenus. Il n'a aucune base légale sur laquelle s'appuyer. Mais le fait qu'il posait ces questions signifie que cette situation n'est pas accidentelle. Elle est stratégique. Stratégique. Ce mot s'est mis en place comme la dernière pièce de quelque chose de laid. Ils ont essayé de la prendre sans la loi, ai-je dit lentement. Maintenant, ils essaient de la prendre avec elle. Exactement, a-t-il répondu. Nous avons agi rapidement après cela. Il a rédigé une mise en demeure formelle le même après-midi. Plus de contacts, plus de visites, plus de tentatives d'accéder à ma propriété. Toute violation serait documentée et transmise immédiatement. Pour la première fois depuis le début, j'ai eu l'impression de ne pas seulement réagir. Je ripostais. Mais Brandon n'avait pas fini. Au contraire, il a intensifié encore plus. En quelques jours, j'ai commencé à en entendre parler par des gens au garage, par des amis, par des parents éloignés qui se sont soudainement intéressés à une histoire qu'ils ne comprenaient pas. Brandon avait complètement changé son récit. Maintenant, il n'était plus un homme en difficulté demandant de l'aide. Il était une victime et j'étais la méchante. Selon lui, il vivait légalement dans ma maison. Selon lui, je l'avais mis à la porte sans préavis. Selon lui, j'étais une sorte de propriétaire abusive exploitant une situation vulnérable impliquant un enfant à naître. Il avait même lancé une campagne de financement participatif. Je l'ai trouvé grâce à un ami qui m'a envoyé le lien tard un soir. La description m'a retourné l'estomac. Une compagne enceinte, une situation désespérée, un parent cruel les forçant à partir pendant une crise du logement, des dons nécessaires pour les frais de justice, la stabilité, la survie. C'était écrit comme un scénario conçu pour déclencher la sympathie d'étrangers qui ne le remettraient jamais en question. Elle avait déjà recueilli plus de $3000. $3000 de personnes qui croyaient que j'étais le problème. Je suis resté là, à regarder l'écran, à lire chaque mot, chaque mensonge, chaque pièce de fiction soigneusement construite,
et j'ai senti quelque chose changer à nouveau en moi. Jusqu'à ce point, je m'étais défendu, j'avais fixé des limites, j'avais réagi, j'avais essayé de contenir les dégâts. C'était fini. S'il voulait transformer cela en un récit public, alors j'allais contrôler la vérité. J'ai commencé à tout rassembler, chaque message, chaque publication, chaque capture d'écran, chaque détail. J'ai contacté des gens discrètement, prudemment, pas émotionnellement, pas impulsivement, stratégiquement. S'ils allaient construire une histoire, j'allais la démanteler pièce par pièce. C'est alors que j'ai commencé à enquêter sur la vie de Brandon au-delà de ce qu'il montrait publiquement. L'image de l'influenceur, les publications soignées, l'histoire de la victime tragique. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Il était actif sur plusieurs plateformes de rencontres, non pas de manière désinvolte, mais agressive. Des profils dans toute la région, tous soigneusement rédigés pour attirer un type de personne spécifique, riche, stable, généreuse. Dans chaque profil, il mentionnait le bébé, non pas comme une responsabilité, mais comme un levier. Il ne cherchait pas une connexion. Il cherchait un soutien. Mon ami et moi avons suivi cela. Capture d'écran, conversation, message où il posait des questions sur les revenus, les biens, les situations de logement avant d'accepter de rencontrer quelqu'un en personne. C'était méthodique, répétitif, rodé. Ce n'était pas du désespoir. C'était un système. En même temps, il vivait toujours confortablement avec Victor et Diana, pas sans abri, pas en difficulté, pas abandonné. Chaque dépense était couverte dans une maison valant plus que ce que la plupart des gens ne posséderaient jamais. Et pourtant, en ligne, il recueillait la sympathie, l'argent et l'attention de personnes qui croyaient qu'il n'avait rien. Puis j'ai trouvé autre chose. Talia, son ex, celle qui était finalement partie. Cela a demandé un certain effort, mais j'ai réussi à la joindre par l'intermédiaire d'un contact commun. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un endroit calme où personne ne nous dérangerait. Elle avait l'air fatiguée, mais pas brisée, plutôt comme quelqu'un qui avait déjà digéré le pire et qui en avait maintenant juste assez. Il m'avait convaincu, a-t-elle dit en secouant légèrement la tête. Pendant des mois, j'ai pensé qu'il était juste incompris. Qu'il avait besoin d'aide pour se remettre sur pied. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé. J'ai découvert qu'il était toujours légalement lié à quelqu'un d'autre, a-t-elle dit. Je me suis figé. Quoi? Il ne te l'a jamais dit? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Elle s'est penchée en arrière, expirant lentement. Il raconte la même histoire à différents endroits, a-t-elle poursuivi. Différentes versions, différentes femmes, même schéma. Sympathie, soutien, puis pression. La pièce semblait plus petite. Jusqu'où est-ce allé? Ai-je demandé. Elle a eu un rire court et sans humour. Assez loin. Puis elle m'a montré des transactions, des frais non autorisés, de l'argent qui avait disparu, une documentation qu'elle avait conservée pour se protéger quand elle a finalement réalisé ce qu'il faisait. Ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était de la fraude. Et soudain, tout a pris sens. La maison, la pression, la campagne, le financement participatif, la performance. C'était le même schéma, une cible différente, un prix plus gros. J'ai quitté cette réunion avec quelque chose que je n'avais pas auparavant. Une preuve, pas seulement de mensonge, mais d'intention. Et pour la première fois depuis le début, je ne pensais pas à comment me protéger. Je pensais à comment y mettre fin. Une fois que j'ai vu le schéma complet, j'ai cessé de réagir comme une victime et j'ai commencé à penser comme quelqu'un qui comprenait exactement à quoi elle avait affaire. Brandon n'improvisait pas. Il répétait. Chaque histoire, chaque performance, chaque accroche émotionnelle suivait la même structure. La sympathie d'abord, l'urgence ensuite, la pression troisièmement, et quand cela échouait, l'escalade. La maison n'avait jamais été le début de tout cela. C'était juste la plus grosse cible qu'il ait jamais visée. J'ai passé les semaines suivantes à construire quelque chose de bien plus précieux que la colère, un dossier. Chaque capture d'écran était organisée. Chaque message était horodaté. Chaque mensonge était confronté à quelque chose de réel. Mon ami m'a aidé à compiler la partie numérique, les profils de rencontres, les messages, la preuve que Brandon cherchait activement un nouveau soutien tout en prétendant être désespéré et sans abri. Pendant ce temps, Talia a fourni la documentation des transactions non autorisées,
la preuve que de l'argent avait été pris sur ses comptes sans son consentement. Ce n'était pas une seule erreur. C'était un schéma qui s'étendait à plusieurs personnes, plusieurs situations, toutes liées par la même stratégie. Puis il y avait la campagne de financement participatif. J'ai documenté chaque publication, chaque affirmation, chaque étape de don, chaque contradiction entre ce qu'il disait au public et ce que je savais être vrai. Plus je rassemblais d'informations, plus il devenait clair que Brandon n'avait pas seulement menti au sujet de ma maison. Il avait construit tout un récit conçu pour retourner les gens contre moi tout en tirant un bénéfice financier. Victor et Diana, qu'ils le comprennent ou non, faisaient partie de cette machine, et j'en avais assez de les laisser opérer sans conséquence. L'opportunité s'est présentée d'une manière qui semblait presque trop parfaite. La fête prénatale. Diana avait mis les petits plats dans les grands, un événement massif chez eux, des invitations envoyées à tout leur cercle social, des publications en ligne montrant les décorations, les cadeaux. La célébration. C'était conçu pour être une démonstration de générosité, d'unité familiale, de l'image soigneusement élaborée de Brandon en tant qu'homme en difficulté sur le point d'assumer sa paternité. C'était aussi la scène parfaite. Je n'ai dit à personne ce que je prévoyais. Pas à mes amis, pas à mon avocat, pas même à Talia jusqu'à la veille. Quand je lui ai demandé si elle serait d'accord pour venir avec moi, elle a hésité un instant. Puis elle a hoché la tête. Si ça met fin à tout ça, a-t-elle dit, j'en suis. Le jour de la fête, je suis arrivé sans y être invité. Je me suis garé au bout de la rue, j'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigé vers la maison avec un dossier à la main et mon téléphone dans la poche. Je pouvais entendre des rires avant même d'atteindre le jardin. De la musique, des voix, le son de gens célébrant quelque chose qu'ils croyaient réel. Diana m'a vu la première. Son expression est passée instantanément de celle d'une hôtesse à celle d'une barrière. Elle s'est déplacée vers l'entrée, son sourire crispé. « Tu n'étais pas invité ?» a-t-elle dit doucement. « Je sais », ai-je répondu en la dépassant. Le jardin était plein. Au moins 40 personnes, des amis, des voisins, des gens tenant des cadeaux, des verres, leur conversation figée en plein milieu alors qu'ils me remarquaient là. Brandon était près du centre, entouré d'attention, souriant, jouant son rôle à la perfection jusqu'à ce qu'il me voie. Le sourire a disparu. « Harriet » a-t-il dit, la voix tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis avancé. « Désolé d'interrompre » ai-je dit clairement, assez fort pour que tout le jardin entende. Mais je pense que tout le monde ici mérite de savoir exactement ce qu'il célèbre. La conversation s'est arrêtée. L'air a changé. Diana a essayé d'intervenir. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est exactement le moment, ai-je dit en la coupant. Puis j'ai regardé directement la foule. La plupart d'entre vous ont probablement entendu dire que j'ai mis Brandon à la porte de ma maison, ai-je continué. Que j'ai refusé de l'aider pendant une crise, que je l'ai rendu sans abri alors qu'il se préparait à accueillir un enfant. Des murmures, de la confusion, de la curiosité. Ce qu'on ne vous a pas dit, ai-je dit en brandissant le dossier, c'est qu'il est entré par effraction dans ma maison, a changé les serrures et a essayé d'emménager sans ma permission. Silence. Un vrai silence. Pas poli. Pas incertain. Lourd. Brandon s'est avancé rapidement. Ce n'est pas. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai sorti le premier document. Le rapport de police dit le contraire, ai-je dit, puis le suivant. Et les registres de propriété aussi. Son visage a changé. Pas de façon dramatique, pas explosivement, juste assez. Assez pour que les gens attentifs le remarquent. Et ce n'est que le début, ai-je continué. J'ai sorti mon téléphone et les brandis. Tout en prétendant être sans abri, ai-je dit, Brandon a activement utilisé plusieurs plateformes de rencontres pour trouver des partenaires financièrement stables. Voici les profils. Voici les messages. Voici les conversations où il demande des informations sur les revenus avant d'accepter une rencontre. Quelqu'un dans la foule a parlé. Est-ce que c'est vrai? Avant que Brandon ne puisse répondre, Talia s'est avancée. Oui, a-t-elle dit. Toutes les têtes se sont tournées. Elle les a regardées directement. Mon nom est Talia, a-t-elle continué. Je suis celle avec qui il sortait avant tout ça. Tout ce qu'elle dit est vrai. Le changement dans la foule a été immédiat. L'intérêt s'est transformé en suspicion.
la suspicion en malaise. Et ça ne s'arrête pas là, ai-je dit. J'ai brandi une autre liasse de documents. Transactions non autorisées. Argent pris sans consentement. Un schéma de comportement qui va bien au-delà de ce qu'on vous a raconté. Le sang-froid de Brandon a commencé à se fissurer. Arrête, a-t-il dit. Tu déformes les choses. Non, ai-je dit. Je termine. J'ai regardé autour de moi dans le jardin, les décorations, les cadeaux, les gens qui étaient venus en croyant soutenir quelque chose de réel. Et, on vous a tous demandé d'aider, ai-je dit. De donner, de soutenir, sur la base d'une histoire qui n'est pas seulement incomplète, elle est fausse. Le silence s'est rompu. Des questions, des voix, la confusion se transformant en colère. Est-ce que c'est vrai? As-tu menti? Où sont allés les dons? Diana a essayé de reprendre le contrôle. C'est un malentendu, a-t-elle dit fort. Une affaire privée. Non, ai-je dit à nouveau. C'est devenu public au moment où il a commencé à demander de l'argent à des inconnus. Puis j'ai sorti la dernière pièce. Une mise en demeure, ai-je dit en me tournant vers Victor. Il m'a regardé comme s'il savait déjà. Harcèlement, violation de propriété, tentative de saisie de biens, ai-je continué. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Le poids de ces mots est tombé non seulement sur eux, mais sur tous ceux qui regardaient. Ce n'était plus un désaccord familial. C'était un effondrement. Et pour la première fois depuis le début, je n'étais pas seul face à cela. Le silence n'a pas tenu. Il s'est brisé. Les questions sont venues en premier, vivaient se chevauchant, tranchant l'espace où la célébration avait eu lieu quelques minutes auparavant. Les gens qui étaient arrivés en souriant regardaient maintenant Brandon, Diana et Victor avec autre chose dans les yeux. Le doute, la colère, l'embarras. Le genre qui s'installe quand on réalise qu'on a été manipulé devant les autres. Brandon a essayé de parler à nouveau, plus fort cette fois, désespéré de reprendre le contrôle. Elle déforme tout, a-t-il dit en me montrant du doigt. Tout est sorti de son contexte. Elle essaie de me faire passer pour un méchant depuis le début parce qu'elle ne veut aider personne d'autre qu'elle-même. Mais les mots n'ont pas eu le même effet qu'auparavant. Pas ici. Plus maintenant. Parce que maintenant, il y avait des preuves. Et il y avait Talia. Et les messages? A demandé quelqu'un dans la foule. Les profils. Brandon a hésité. C'est tout ce qu'il a fallu. Un moment de silence là où il aurait dû y avoir une réponse confiante, et toute la structure qu'il avait construite a commencé à s'effondrer devant tout le monde. Je ne pense pas, a dit Talia doucement, mais assez fort pour être entendue. Diana s'est avancée, sa voix s'élevant, essayant de reprendre le contrôle par le volume. C'est une affaire de famille privée, a-t-elle insisté. Cela n'a pas sa place ici, et certainement pas devant des invités qui sont venus célébrer quelque chose de positif. Alors peut-être que cela n'aurait pas dû être transformé en une histoire publique en premier lieu, ai-je répliqué. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'avais dit d'autre, car cela exposait la vérité qu'elle ne pouvait pas contester. Ils avaient rendu cela public. Ils avaient raconté leur version. Ils avaient demandé de l'argent, de la sympathie, du soutien. Tout ce que j'avais fait, c'était d'apporter l'histoire complète dans le même espace. Victor a enfin parlé alors, sa voix tendue, essayant de paraître autoritaire, mais manquant sa cible. Harriet, ça a assez duré, a-t-il dit. Tu as fait valoir ton point de vue. Il n'est pas nécessaire de continuer à embarrasser tout le monde. Je l'ai regardé, vraiment regardé, l'homme qui m'avait abandonné quand j'avais 8 ans, l'homme qui avait essayé de prendre ma maison sans demander, l'homme qui avait discrètement exploré les moyens de voler ce que ma mère m'avait laissé. Non, ai-je dit. C'est exactement là où ça devait aller. Il n'a pas eu de réponse à cela. La foule a commencé à bouger. Pas physiquement au début, mais émotionnellement. Les gens ont reculé. Le ton des conversations a changé. Quelques invités ont ramassé les cadeaux qu'ils avaient apportés et les ont tenus un peu plus serrés, comme s'ils reconsidéraient s'ils auraient dû être donnés. D'autres ont sorti leur téléphone, non pas pour célébrer, mais pour vérifier, pour chercher, pour confirmer ce qu'ils entendaient. La célébration était terminée. Ce qui restait, c'était la réalité. Le sang-froid de Brandon s'est complètement brisé. Puis, c'est insensé, a-t-il lâché. Tu détruis tout.
Est-ce que tu comprends même ce que tu fais? Oui, ai-je dit. J'y mets fin. C'était la différence entre nous. Il avait joué un jeu. J'en finissais un. En quelques minutes, les gens ont commencé à partir. Discrètement au début, puis plus ouvertement, certains sans rien dire. D'autres secouant la tête, marmonnant entre eux, posant des questions auxquelles personne du côté de Brandon ne pouvait répondre. Les décorations étaient toujours là. La nourriture était toujours servie, mais l'énergie avait si complètement changé que l'endroit semblait totalement différent. La voix de Diana s'est de nouveau élevée, plus aiguë maintenant, perdant son vernis. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, a-t-elle dit. Tu as ruiné la réputation de cette famille. J'ai laissé cela en suspens pendant une seconde. Puis j'ai répondu, non, ai-je dit. Je n'ai rien ruiné. Je n'ai fait que la montrer. Victor semblait vouloir argumenter, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il savait. Et pour la première fois, cette connaissance n'était pas quelque chose qu'il pouvait cacher derrière des portes closes. Alors que je me tournais pour partir, je pouvais entendre Brandon derrière moi, sa voix se brisant. Plus contrôlée, plus prudente. La performance était terminée. Ce qui restait, c'était la panique. Ce son m'a suivi jusqu'à la rue. Les conséquences sont arrivées vite, plus vite que tout ce qu'il pouvait contenir. En quelques jours, la campagne de financement participatif a été signalée et marquée. Les personnes qui avaient fait un don ont commencé à exiger des réponses, puis des remboursements. L'histoire à laquelle ils avaient cru s'est effilochée publiquement, et une fois que cela a commencé, ça ne s'est pas arrêté. Les captures d'écran se sont répandues. Les conversations ont refait surface. Les schémas sont devenus visibles pour des personnes qui n'avaient jamais regardé de près auparavant. Le volet juridique a progressé tout aussi rapidement. Mon avocat a tout déposé. Harcèlement, violation de propriété, tentative d'occupation illégale, dommages moraux. Victor et Diana ont d'abord essayé de résister, mais sans le contrôle du récit, sans le bouclier de la sympathie, leur position s'est affaiblie presque immédiatement. Ce qui avait été un malentendu familial avait maintenant des documents à l'appui. Ils ont conclu un accord, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils le devaient. De l'argent a changé de main, les frais de justice ont été couverts et, plus important encore, des limites ont été imposées d'une manière qu'ils ne pouvaient ni ignorer ni réinterpréter. Quant à Brandon, l'effondrement ne s'est pas arrêté ce jour-là. Plus les gens cherchaient, plus ils trouvaient. Les profils de rencontres, les messages, les incohérences, le schéma. Les opportunités ont disparu. Les relations se sont taries. L'image qu'il avait mis des années à construire s'est fracturée sous le poids de son propre comportement. Et pour la première fois de sa vie, il n'y avait plus personne pour réécrire l'histoire à sa place. Des semaines plus tard, je me tenais à nouveau dans mon salon. La même maison, les mêmes murs, le même calme, mais c'était différent. Plus violé, plus menacé, mais protégé, parce que je ne l'avais pas seulement défendu. J'avais tracé une ligne autour de lui, et cette fois, elle a tenu. J'ai traversé chaque pièce lentement, laissant le silence redevenir quelque chose de familier. La cuisine, le salon, le garage où ma mère s'était un jour tenue à côté de moi. Patiente, constante, m'apprenant à réparer les choses au lieu de dépendre des autres pour le faire à ma place. C'est de cela qu'il s'agissait vraiment. Pas de la maison, pas de l'argent, pas même du conflit. Il s'agissait de contrôle, de qui décide de ce qui vous appartient. Et pour la première fois de ma vie, il n'y avait plus personne pour essayer de me prendre cette décision. J'ai posé mes clés sur le comptoir, je me suis assise et j'ai enfin ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le début de toute cette histoire.